16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité philosophe, dramaturge, romancier francophone multi-récompensé et à la reconnaissance internationale, membre de l'Académie Goncourt dont il ressort un petit déjeuner, auteur de sa dernière pièce Bungalow 21 sur l'histoire d'amour entre Marilyn Monroe et Yves Montand et j'ai envie de dire entre autres. Actuellement au Théâtre de la Madeleine, Éric-Emmanuel Schmitt vient nous parler de son dernier ouvrage La Rivale, un livre sorti aux éditions Albin Michel le 28 septembre sur la plus grande rivale de Maria Callas. L'occasion spécialement aujourd'hui de découvrir plus en profondeur qui était cette grande voix à l'occasion de son centenaire et c'est aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Ça me fait grand plaisir de vous retrouver, c'est la 3e fois. Mais oui, quel bonheur. Et c'est un grand plaisir, c'est dire si vous êtes prolifique, parce que la semaine dernière, j'aurais également pu vous recevoir. J'ai reçu Michael Cohen et on a parlé de Bungalow 21 pendant un bon moment. Et puis vous allez voir qu'il y a des parallèles à faire aujourd'hui avec cette émission. On va découvrir votre actualité autour de ce livre La Rivale. Et comme on vous a déjà reçu, on va changer un petit peu la règle. On va pas parler de vous aujourd'hui exclusivement, mais vous allez voir qu'il y a encore des choses à dire. Mais on va parler de Maria Callas et c'est pourquoi j'ai envie de vous demander tout d'abord 3 mots pour la décrire selon vous. Féminine, virile, insolente. Virile et insolente. Et je note et on va voir si ça colle avec elle. Qui sait, peut-être avec vous également tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Maria Callas, de son vrai nom Sofia Cecilia Kalogeropoulos, autrement dit Kalos, est née le 2 décembre 1923 à New York avant de mourir le 16 septembre 1977 à Paris d'un arrêt cardiaque à l'âge de 53 ans. C'était pour vous, et peut-être que ça l'est encore, la plus grande cantatrice de tous les temps ? Très sincèrement, oui. Je n'ai pas entendu Maria Malibran. J'ai entendu d'immenses cantatrices depuis, Montserrat Caballé, Kirité Kanawa et tant d'autres. Mais Callas, il n'y a rien à faire. C'est à la fois la musique, le chant, le théâtre, la tragédie, la comédie. C'est quelqu'un qui a survolté son art et qui l'a porté au plus haut. Est-ce que vous pensez qu'elle est plus grande morte que vivante ? En tout cas, je pense qu'il lui est plus confortable d'être morte que vivante parce que sa vie a été un combat. Un combat contre une mère qu'il n'aimait pas, ensuite un combat contre sa voix qui était une grosse voix rebelle qu'elle a affinée et allégée au maximum. Et ensuite un combat avec le public parce que elle a reçu autant de bouquets de fleurs que de bouquets de navets. Les gens certains détestaient la Callas. Et puis ensuite, elle est devenue une personnalité tellement célèbre qu'elle était connue dans le monde entier. On commentait le moindre de ses manquements, etc. Et elle s'est retirée très vite de la scène. Et elle a souffert de ne plus pouvoir exercer son art et aussi d'avoir perdu l'amour. Donc c'est une vie tragique à la hauteur des héroïnes qu'elle a vécues. Donc je pense que maintenant, c'est plus facile d'être que Maria Callas. Et des héroïnes qu'elle a incarnées, on l'a surnommée la Bible de l'opéra ou encore la Callas et bien d'autres noms comme cela, la diva, la divine. Votre angoisse était que bientôt plus personne ne se souvienne d'elle ? Ah, ça je crois que c'est impossible. C'est vrai que là il y a le centenaire, donc je suis ravi et moi j'ai écrit ce texte, mais qui est vraiment c'est un court roman, c'est une fiction, c'est drôle, j'espère, c'est ironique. J'en fais un portrait en creux, c'est-à-dire que je la décris à partir d'une femme, une autre cantatrice, née en même temps qu'elle, qui a commencé en même temps qu'elle, qui a d'abord eu du succès, et puis ensuite, son étoile était descendante, tandis que l'étoile de Callas était montante. Et elle se considère, cette femme, comme la rivale de Maria Callas, et elle considère d'ailleurs que si sa carrière a été condamnée à l'obscurité, c'est parce que Maria Callas brillait trop. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'examiner le mécanisme des victoires et des défaites dans chacune de nos vies, mais c'est aussi de regarder la spécificité de Maria Callas. Je la fais raconter par quelqu'un qui ne comprend rien à ce que Callas fait et qui déteste ce que Callas fait. Donc, ironiquement, je montre le génie de Callas à partir d'un être
beaucoup plus ordinaire qui ne saisit absolument pas où se situe ce génie. On va en parler longuement, Éric Emmanuel Schmitt, parce que j'ai lu votre livre de la page 1 jusqu'à la dernière. C'est sa voix qui va définir la Calas toute sa vie en partie. Et en regardant son histoire, je me suis laissé imaginer que comme sa mère ne voulait pas d'elle, en espérant un petit garçon qu'elle avait perdu, elle ne s'était peut-être pas beaucoup occupée d'elle. C'est vrai, c'est le cas durant les 4 premiers jours de son existence. Et je me suis dit que c'est peut-être cela qu'elle avait pas cessé de dramatiser avec sa voix toute sa vie et sur scène, et peut-être rêvé qu'elle avait beaucoup pleuré pendant ces 4 premiers jours de vie. Et j'en appelle au philosophe que vous êtes en vous demandant, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une Calas s'il n'y avait pas eu la mère de Maria Callas? Pas seulement de par la naissance, mais parce qu'elle l'a beaucoup poussée au travers de ce que vous avez dit pour réaliser son propre rêve à elle. De toute façon, le chant, c'est un cri dompté. C'est un cri maîtrisé, rendu harmonieux, rendu musical. Et je pense qu'il y avait de quoi crier pour Maria Callas dans son enfance. Crier sans être entendue. Parce que oui, elle avait une mère qui n'était pas aimante, qui ne se préoccupait que de sa sœur. Sa sœur était la jolie, sa sœur était celle qui était merveilleuse. Et Callas a voulu justifier sa place, réussir, montrer que elle aussi pouvait attirer les regards et l'attention. Donc dans cette énergie qu'il faut pour devenir un artiste, parce qu'il faut en brûler du charbon pour arriver à l'excellence. Et ben dans ce charbon, il y avait sans doute le désamour. Et on va voir que ce désamour, finalement, va l'aider peut-être un peu. Sa mère va devenir impresario, même si elle aime sa grande sœur plus qu'elle. Elle va s'occuper d'elle. Dans votre cas, vous, Éric Emmanuel Schmitt, c'est un professeur. C'est grâce à lui que vous avez découvert votre voix, votre talent d'écriture. Savez-vous comment la Callas a découvert, elle, sa voix dans les premiers temps de sa carrière ? Ça, je ne sais pas. On n'a pas de récit sur la découverte de sa propre voix par Callas. Enfin, en tout cas, je ne le connais pas. Oui, moi, j'ai eu la chance qu'un professeur en 4e m'a dit « Mais vous êtes un écrivain né ». Et puis ensuite, un autre m'a dit « Vous trouverez votre salut dans l'écriture ». Moi, vous savez, j'étais un petit garçon qui rentrait à la maison et qui écrivait des histoires. Mais je pensais que tous les petits garçons et toutes les petites filles faisaient ça. Je me pensais absolument pas différent des autres. Et ils ont commencé à me faire comprendre que j'étais singulier et que j'avais sans doute un médium, un pan du réel que j'avais investi, qui étaient les mots, les phrases, l'écriture, la fiction, l'invention. Et je l'ai compris. Callas, je ne sais pas comment elle n'a jamais raconté comment lui était venu l'amour du chant. Eh bien, c'est grâce à sa mère, mais c'est très indirect parce qu'elle lui met la radio, elle transmet à cette époque de nombreux opéras, justement. Et puis, le développement vocal de Maria va se distinguer, mais un petit peu plus tard, vers l'âge de 8 ans, vers 1931. Et puis, elle va apprendre, parce que sa mère va l'inscrire aussi à l'apprentissage de la musique, du chant à l'école, etc. Et puis, on l'appelait la fille à la voix d'or. Un des professeurs qu'elle avait disait que c'était un rossignol dans la gorge qu'elle avait. Et puis, elle a pris petit à petit confiance en elle, mais il y a eu pas mal de personnes qui visiblement l'ont aidée à découvrir sa voix, mais elle ne l'aura pas dit elle-même vraiment tout à fait, avec des souvenirs un peu estompés. En tout cas, elle a dit cette phrase que je tiens à dire: quand je chantais, je sentais que j'étais vraiment aimée. Alors chanter est progressivement devenu le remède à mon complexe d'infériorité. Est-ce que vous avez ce point commun avec la Callas, Éric Emmanuel Schmitt? Au point de départ, oui. Si j'ai écrit pour le théâtre, c'est parce que je voulais pas exposer mon corps et que je préférais que ce soit le corps des comédiens, la voix des comédiens qui racontent mes histoires. Et puis après, la vie fait que je me suis réconcilié avec mon corps. Tout simplement, quand on vous aime, ça, vous finissez par vous supporter. Et ça m'a même amené d'ailleurs aussi à monter sur scène. Mais bien sûr, les complexes sont absolument fondateurs. Maria Callas a vécu aux États-Unis durant son enfance, en Grèce durant son adolescence, avant de devenir cette artiste internationale, a commencé par l'Italie et elle a questionné notamment les Français. Le critique musical Bernard Gavotti la recevait, c'était le 18 mai 1965. Elle parlait de sa vie, de sa carrière, de son art, de ses doutes et de sa personnalité. Écoutez. Rien que cela, quelle femme êtes-vous? Et là, je suis une femme avec les faiblesses qu'elle a, parce que pour mon métier, il ne faut pas avoir des faiblesses, des doutes et tout ça. Vous avez des doutes? Oh, tout le temps. Tout le temps. Parce que vous voyez, dans notre métier, on veut. Moi, je sais ce que je voudrais, mais je ne sais pas ce que je fais.
vous l'écoutez des fois. Et des fois, je crois que c'est horrible, et vous dites que c'est... Vous, je parle en général. Vous dites que c'est merveilleux. Et voilà qu'on devient fou. Et alors, tout le temps, on a des peurs, mais pas peur du public. Pas faire justice à nous-mêmes, à l'art où on sert. Vous comprenez? En plus de sa voix extraordinaire, avec notamment la Casta Diva voilà, cet air qu'on est en train d'écouter de la Norma de Bellini, elle a suscité des passions, comme vous l'avez dit, Éric Emmanuel Schmitt, tant par sa réussite exceptionnelle que par sa vie privée très mouvementée, ce qui faisait d'elle une icône, une diva, non seulement à la scène, mais aussi dans la vie. C'est le pourquoi vous vous êtes intéressé à elle autant qu'à Marilyn Monroe dans Margallo 21. Oui, j'aime ces femmes qui sont finalement des inconnues parce qu'elles sont célèbres. Parce que ce sont des inconnus célèbres. Il y a une image évidente pour Marilyn Monroe, il y a une image et un son évident aussi pour Callas, mais qui y a-t-il derrière? Quelle âme y a-t-il? Quelle souffrance y a-t-il? Quelle fêlure leur donne la force d'être ce qu'elle est et les empêche en même temps d'être heureuse. Et c'est vrai, elles avaient beaucoup de choses en commun quand on regarde quand même de plus près. Des mères pas très aimantes. Ah oui, dans le cas de Marilyn Monroe, vraiment sa mère était folle et en hôpital psychiatrique et un père absent. Oui, des points de départ dans la vie qui prédisposent pas au succès, ou alors peut-être justement faut-il des points de départ comme ça pour trouver l'énergie de grimper dans un art et ensuite de grimper l'échelle sociale. Mais ce sont des survivantes, ce sont des combattantes, ce sont des femmes qui ont une force extraordinaire et en même temps qui n'arrivent jamais à cet état de tranquillité qui permet d'être heureux. Il y avait aussi pas mal de choses en commun. Écoutez bien Éric Emmanuel Schmitt. Non seulement bien sûr la solitude, elles étaient toutes les deux amoureuses d'hommes puissants. Oui. Norma Jean Baker, la Norma, jouée par Maria Callas, et il y avait ces foyers très décomposés qui ont fait qu'elles se sont composées finalement toutes seules avec l'amour de certains hommes. Dans le cas de Callas, sa mère malgré tout, à la différence de Marilyn Monroe, va devenir son impresario, comme je vous le disais tout à l'heure, pour transformer, je dis ces mots, le vilain petit canard en un cygne au chant ensorcelant. Elle dira: ma mère me l'a bien fait comprendre, on m'a depuis toujours enfoncé dans le crâne que j'avais ce talent et que j'avais intérêt à ne pas le perdre. Vu la tournure des choses, bien sûr, je n'ai pas à me plaindre. Et quand on regarde votre histoire, à vous, Éric Emmanuel Schmitt, l'opéra vous a sauvé la vie. Oui. Lorsque j'avais 15 ans et que j'étais dans cet état qui touche beaucoup d'adolescents, c'est-à-dire un vrai désarroi, une peur de grandir, une peur d'affronter la vie, l'interrogation devant un corps qui pousse, qui a des désirs, enfin c'est sauvage, c'est brutal l'adolescence. Et donc j'étais comme beaucoup d'adolescents, j'avais envie de fuir la vie, donc avec vraiment des pulsions suicidaires et même des préparatifs. Et puis un jour, un professeur de musique emmène 5 de ses élèves à l'Opéra de Lyon. Je faisais partie des 5 élèves et j'entends les Noces de Figaro de Mozart. Je vois sur scène arriver une femme assez imposante, mais belle dans sa rondeur, et elle se met à chanter. Et là, je suis guéri. Cette dépression d'adolescent, je suis guéri parce que la beauté m'est restituée. Je me dis, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je vais rester. Et donc, la musique, la voix d'une femme, ont tout d'un coup été une clé qui m'a permis de réhabiter le réel, de me précipiter sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui donne de l'élévation, tout ce qui emporte, tout ce qui rend le monde aimable. Et vraiment, c'est la guérison par la beauté. Et c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez voulu partager, un hommage personnel que vous souhaitiez rendre à la Callas à l'aube de son centenaire qui aura lieu le 2 décembre. Et dans ce livre que je tiens dans les mains, Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale aux éditions Albin Michel, on démarre avec Enzo, un jeune Italien qui découvre l'opéra par son grand-père, et on découvre d'abord que 2 institutions règnent sur le cœur des Italiens, l'église et l'opéra. J'ai beaucoup aimé cette anecdote. Rossini, Bellini, Verdi,
Puccini. Quand ils ne sont pas émus par les vitraux, ils le sont par les rideaux, dites-vous. Si l'on est bon pour l'un, on est perdu pour l'autre. Et dans son cas, Enzo, eh bien, il a choisi, il a fait de sa passion un métier en devenant un guide pour la Scala de Milan qui a accueilli les plus grands et notamment la Calas. Elle était une star en Italie depuis qu'elle avait chanté la Scala de Milan, dont le rôle de Violetta dans la Traviata de Giuseppe Verdi. Et puis, j'ai envie de dire que jusqu'à nouvel ordre, la rivale de la Calas était bien sûr Renata Tebaldi. Mais vous, Eric Emmanuel Schmitt, vous avez eu envie de lui en inventer une autre. Oui. Enzo fait visiter à des Français le théâtre de la Scala en disant voilà les plus grandes voix, dont surtout la Calas. Et une vieille dame, assise au 3e rang, toute seule, lui dit non, arrêtez de dire n'importe quoi, la Calas. Il y avait au moins 20 cantatrices qui avaient une plus belle voix que la Calas. Et il lui dit enfin madame, comment vous permettez-vous de dire ça? Et elle lui dit j'étais la rivale de Maria Callas. Et évidemment, ce jeune homme est très très intrigué par cette vieille dame qui a finalement l'âge qu'aurait Callas aujourd'hui. Elle est très très âgée. Et il va entrer dans une relation avec elle, d'autant plus qu'elle est fragile, elle a quand même besoin un peu qu'on l'aide. Mais tout en étant fragile, elle est très péremptoire et elle a des phrases définitives sur tout. Et on va plonger dans l'histoire dans sa propre histoire, à Carlotta Berlumi, l'histoire d'une chanteuse née à la même époque qui a une voix naturelle. Qui chante comme sa mère et sa grand-mère et qui est italienne et qui fait ses débuts, des débuts fulgurants parce que elle a une superbe voix dorée, très italienne. Et dans le même temps, arrive la Calas, mais j'allais dire, comme diraient les jeunes aujourd'hui, elle ne la calcule pas. C'est-à-dire que elle voit arriver ce qu'elle appelle la grosse grecque, une femme imposante avec une grosse voix qui remplit les arènes de Vérone, et elle se dit et puis tout d'un coup, à l'entrée de la Scala, quelques années après, elle croise une très belle jeune femme, très mince, très belle, magnifiquement maquillée. C'est Maria Callas, c'est la même. Mais elle a fait sa métamorphose physique et elle est l'objet de toutes les attentions des metteurs en scène, des photographes, des journalistes, des télévisions du monde entier. Et là, Carlotta ne comprend pas. Elle essaye de saisir ce qui se passe autour de la Callas et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas et il est dit dans votre livre, un échec de Callas suscitait plus d'excitation qu'un triomphe de Berlumi. Parce que c'est vrai que cette Berlumi, elle était formidable, elle chantait très bien, mais elle n'avait pas de relief comparativement à la Callas. Bien sûr, elle n'avait pas le feu sacré. Pour elle, chanter, c'est faire des jolis sons. La Callas, elle était au-delà du joli. Elle était dans le beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fallait que le son soit juste par rapport à la situation dramatique. Et si ça devait être un soupir, c'était un soupir. Si ça devait être un cri, parce que le personnage crie, c'était un cri musical, mais un cri. Toute chose que Carlotta Berlumi, qui est faite pour chanter à la fin des repas, un joli air que tout le monde applaudira, ne comprend pas. Elle a une conception purement hédoniste du chant, alors que la Callas investit toutes les forces de sa vie dans le chant et du coup nous touche tous parce qu'elle nous raconte notre histoire. Mais c'est vrai qu'elle a été très controversée, cette Callas, parce qu'elle a été acclamée, mais elle a été aussi très sifflée. Vous dites dans ce livre, on lui lançait des bottes de radis, des sacs de navets, elle enrichit les marchands de légumes, de quoi se cuisiner un minestrone. J'ai trouvé ça adorable. Et alors, bien sûr, dans votre livre, Enzo vante les mérites de la diva et cette vieille dame s'évertue à la descendre, voire la détruire en disant qu'elle était tonitruante comme une sirène de pompiers. Et vous dites, la faculté qu'avait Callas de leurrer tout le monde fascinait Carlotta. Les gens se rendaient-ils compte qu'elle les menait en bateau, qu'elle ne possédait pas une belle voix mais un organe pâteux, qu'elle était incapable de chanter l'intégralité du répertoire et qu'elle s'y abîmait, qu'elle avait créé son personnage d'étoile fantasque à partir d'un complexe d'infériorité, celui d'une boulotte bigleuse, qu'elle était une ancienne grosse, pas une mince authentique, très beau. Plutôt que la grande cantatrice du XXe siècle, Carlotta répétait qu'elle en était la plus grande illusionniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur le fond? Je me suis posé la question. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le miracle de Callas, c'est d'être ça et plus que ça. C'est-à-dire, effectivement, elle avait pas le plus bel organe du monde, la plus belle voix du monde, mais elle a su en faire quelque chose de sublime. Effectivement, elle a dû perdre 50 kilos pour être une espèce d'Audrey Hepburn sur les planches de l'opéra. C'est-à-dire, Callas a lutté contre Callas pour devenir Callas. C'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que c'est un personnage mythologique. Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, Callas n'avait de rival qu'elle-même. Et elle s'est épuisée
dans son combat contre elle-même pour être la meilleure. Et son perfectionnisme Et son aussi, perfectionnisme absolu. C'est la plus grande musicienne chanteuse que j'ai jamais entendue, etc. Et Carlotta Berlumi, en face, elle se pose jamais ces questions-là. Du moment qu'elle fait son contrute, qu'il a fait applaudir, elle est contente. Elle ne se remet absolument pas en question, Oui. à aucun moment. J'avais envie de vous poser cette question. Quelle différence entre Carlotta et Maria? Une insoumise, un bourreau de travail, Oui. la réflexion et peut-être la non-remise en question? Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des gens qui, tout simplement parce qu'ils sont doués, ils sont assis sur leurs dons et puis... Et finalement, c'est parfois les gens qui ont des dons moins évidents, mais qui ont tout construit, qui peuvent aller beaucoup plus loin. C'est ce que beaucoup de metteurs en scène ont dit ici dans cette émission. Parfois, des comédiens qui avaient un talent inné, excellaient sur la scène à un moment donné, ceux qui en avaient beaucoup moins travaillé 2 fois plus et du coup finissaient par les surpasser. Exactement. Même, vous savez, dans l'écriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pratique d'avoir des dons, mais personne n'a tous les dons. Celui qui est doué pour les dialogues n'est pas forcément doué pour les descriptions. Celui qui est doué pour la construction d'un livre n'est peut-être pas doué pour le détail dans le paragraphe, etc. Donc, je pense qu'un artiste doit toujours cerner ses limites et après essayer de les repousser. Et donc, s'il n'y a pas ce travail de lucidité douloureux, s'il n'y a pas les doutes qui habitent et qui fondent le travail, bien sûr qu'on n'ira pas plus loin que ses propres dons. Il y a une référence à une photo que vous dites dans ce livre. Je me suis posé la question si vous aviez été inspiré par cette photo où devait paraître Jackie Kennedy. Finalement, elle n'était pas venue et c'était Marilyn Monroe qui s'était posée en photo avec Maria Callas, puisque vous dites, en parlant de cette photo, Carla Berlumi à côté de la Maria Callas. Maria Callas paraissait diaphane, gracile dans une robe en voile vaporeux sur laquelle s'épandaient ses interminables cheveux noirs et tristes. Carlotta Berlumi représentait le passé lyrique, une ringarde à la musicalité fainéante qui ne se préoccupait juste d'émettre des sons harmonieux, tandis que Maria Callas réinventait la tragédie, chantait en incarnant des personnages frénétiques, en s'impliquant corps et âme. Le journaliste conclut par ces mots: Berlumi symbolise le confort de la convention, le pot-au-feu, les pantoufles, la vedette provinciale. Pauvre Carlotta Berlumi. J'aurais aimé la rencontrer, figurez-vous. Oui, parce que là, elle est touchante, en fait. Oui. Parce que, alors, elle a des aspects détestables parce qu'elle explique son échec non pas par sa paresse, non pas par ses limites, mais par la mauvaise action de Maria Callas. Elle est persuadée que Maria Callas a œuvré dans l'ombre pour la faire disparaître. D'ailleurs, Carlotta elle-même essaye de tuer Maria Callas. Pour finalement disparaître elle-même. Voilà. Elle va chercher la lumière là où il y en a peu, finalement. C'est ça. Mais à Rome, elle va quand même essayer d'en finir avec la Callas. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais elle est touchante aussi, Carlotta, parce que c'est comment dirais-je? Comment lui en vouloir d'être ce qu'elle est? C'est-à-dire, elle est au fond assez naïve, assez paresseuse, et elle a ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Et donc, voilà, c'est un être, je dirais, malheureusement très ordinaire, mais en même temps avec tout l'aspect sympathique de quelqu'un d'ordinaire qui aime manger, qui aime les hommes, qui aime le chant. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelqu'un de détestable. Et ça m'amuse toujours, moi, de montrer à la fois d'un côté les aspérités de Maria Callas, parce que c'est pas un personnage facile, mais aussi de montrer aussi la douceur d'un être qui au fond est aigri parce qu'elle pense que Maria Callas a gâché sa vie. Et qui finalement refuse de se remettre en question, mais qui reste très sensible parce qu'elle ne veut pas s'attacher aux hommes pour ne pas souffrir. Oui. On va en parler dans cette émission. Éric Emmanuel Schmitt, on revient dans un instant pour parler de ce roman La Rivale aux éditions Grasset, et puis on retrouve nos chroniqueurs. Albin Michel, pardon. Albin Michel, pardonnez-moi. Aussi, Et oui, Hélène Kittner, Alban Bartolier nous rejoignent dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite le rappel des titres avec Etanit Belaïch.
Bonjour à tous. Le djihad islamique simule en ce moment des attaques contre Israël. Les localités proches de Gaza sont en état d'alerte. Les tirs effectués depuis la bande de Gaza en direction de la mer n'ont pas traversé le territoire d'Israël, précise toutefois Tsahal. Le ministère de la Sécurité nationale et la police israélienne annoncent que près de 800 publications contenant des incitations au terrorisme ont été supprimées ces 7 derniers mois en Israël. Cela fait suite à la création d'une équipe spéciale chargée de lutter contre l'incitation à la haine sur Internet en mars dernier. Nicolas Sarkozy est entendu au tribunal judiciaire de Paris dans l'enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine concernant le financement libyen de sa campagne de 2007. À l'issue de son interrogatoire, l'ex-chef de l'État pourrait être mis en examen ou placé sous le statut de témoin assisté. Après la multiplication des signalements de punaises de lit ces dernières semaines dans les cinémas, les transports, mais aussi les écoles ou les hôpitaux, les parlementaires de différents groupes politiques s'emparent du sujet. Renaissance va déposer un texte transpartisan sur le sujet lors de sa niche parlementaire dans 2 mois. Et enfin, la première bande dessinée française illustrée par une intelligence artificielle est sortie il y a quelques heures. L'ouvrage intitulé Initial-du-bas A. a été écrit par Thierry Murat et publié en auto-édition. L'auteur, conscient d'avoir créé un malaise dans la profession, estime qu'il a l'impression d'avoir pillé le travail de personne. Une BD déjà disponible sur le site d'Amazon. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on rejoint notre invité Eric Emmanuel Schmitt et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Eric Emmanuel Schmitt pour ce livre La Rivale aux éditions Albin Michel et on y tient évidemment. Et cette phrase évidemment qui revient souvent dans votre livre, Calas, ça ne durera pas. Vous verrez bientôt, plus personne n'en parlera. Et on voit bien que tout cela bien sûr est faux puisqu'on continue d'en parler dans cette émission aujourd'hui. Et puis cette phrase à retenir également, si vous ne la connaissiez pas, elle a tout fabriqué, sa voix, son physique, sa vie, sa mort. Est-ce que vous pensez, Eric Emmanuel Schmitt, que la Calas a réussi sa mort? Parce que vous dites en faisant parler Carlotta, mourir à la Scala aurait quand même eu du panache. Carlotta est très très jalouse, non pas seulement de la vie de Maria Callas et de la réussite de Maria Callas, mais de sa mort. Parce qu'elle, la pauvre, elle a 99 ans, elle a accepté de vieillir. Quelle déchéance, dit-elle, même si elle n'a jamais compris vraiment qu'elle avait vieilli, comme le montre la fin du livre. Mais elle admire particulièrement la mort de Maria Callas parce que Maria Callas est morte comme ses héroïnes, c'est-à-dire seule, abandonnée, sans amour. Et donc, ce qu'elle avait joué sur scène, elle l'a finalement vécu. Donc, c'est une mort d'héroïne romantique. Elle se fane, elle s'étiole. Et ça, évidemment, Carlotta, qui est incapable de se faner et de s'étioler parce que c'est une bonne vivante, elle est assez envieuse quand même. Qu'est-ce qui l'a tuée pour vous, Eric Emmanuel Schmitt? On dit que c'est son cœur qui a lâché, mais je crois que c'est le cœur à prendre dans tous les sens du terme.
C'est quelqu'un, moi j'ai connu des gens qui l'ont rencontré, j'ai même connu des hommes qui étaient en mission pour essayer de la séduire. Qu'est-ce que vous entendez par mission pour essayer de la séduire, pour la ranimer ? Vous savez, les bons amis qui invitent les gens en se disant ça serait peut-être bien si, etc., etc. C'est-à-dire des hommes qui étaient fascinés par elle et qui étaient des grands don Juan et donc qui étaient missionnés par la maîtresse de maison pour séduire Maria Callas. Qu'est-ce qu'ils disaient d'elle ? C'était la femme la plus triste qu'ils avaient jamais rencontrée. Elle était dévorée de tristesse. Est-ce que vous pensez que les rôles qu'elle a incarnés ont fini par la manger ? Ils l'ont nourrie et puis ils l'ont mangée, oui, je pense. Vous savez, c'est pas parce qu'on est capable d'incarner la vie qu'on est capable de vivre. Je veux dire, elle, c'est la représentation des plus grandes passions, c'est ce qui lui convenait. Mais vivre les plus grandes passions la détruisait. S'il n'y avait pas, je dirais, la distance, l'écart, le filtre qui fait qu'on représente les choses. Moi, par exemple, j'aime écrire les grandes passions. Le jour où ça n'a pas duré qu'un jour, où j'ai vécu une grande passion, ça m'a détruit. Je veux dire, donc voilà, moi j'ai besoin de la distance. Je pense qu'elle avait aussi besoin de la distance, du jeu, pour profiter de tous les instants de la vie. Mais quand elle était au premier degré, dans l'amour, puis ensuite dans la trahison, dans le désarroi amoureux et dans la tristesse, elle n'était pas équipée. Est-ce que vous pensez, Eric Emmanuel Schmitt, qu'on ne doit pas vivre de passion amoureuse ? Est-ce que vous pensez que justement on doit rester un peu plus dans quelque chose de plus constant, avec des sentiments plus mesurés ? Alors moi j'ai une grande théorie là-dessus. Je pense que l'amour commence après la passion. C'est-à-dire on commence à aimer quand on n'est plus amoureux. Non, ce que je veux dire par là... Ça s'entend. Oui, c'est ça. C'est que le bel amour, le vrai amour, l'authentique amour, c'est l'amour lucide. C'est pas l'amour qui s'illusionne sur l'autre. C'est quand on aime l'autre avec ses défauts. Mieux, on aime les défauts de l'autre. Quand on est dans cette relation avec l'autre, alors oui, c'est une grande histoire. Mais quand on lui prête des qualités que l'autre n'a pas, quand on se dit elle va changer, il va changer, etc. Là, on est dans l'illusion totale. Une phrase à retenir dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. Jeune, on attend de vivre. Vieille, on attend de mourir. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est Alors, ce qu'il faut comment pas ne pas faire. faire Il faut occuper l'instant. Il faut vivre chaque instant avec une gourmandise vorace. Parce que le temps, c'est le seul pouvoir qui nous est donné. Le temps, c'est le pouvoir de faire, c'est le pouvoir d'aimer, c'est le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de voyager. Donc, il faut ne pas perdre une miette de temps. Et moi, je comprends pas les gens qui disent je m'ennuie, je sais pas quoi faire, etc. Je leur dis attention. Vous avez la vie, profitez-en. Soyez gourmands. Parce qu'en fait, la gourmandise, c'est le revers de l'angoisse. C'est le même tissu, mais c'est l'autre face. Merci Eric Emmanuel Schmitt. On va découvrir à présent, pas vos goûts personnels dans cette émission, mais on va beaucoup parler de la Callas, vous allez voir. Mais d'abord, on va partir au théâtre avec une proposition qui aurait peut-être pu lui plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Eric Emmanuel Schmitt, bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Et pour cette chronique spectacle qui vous est dédiée, cher Eric Emmanuel, je vais parler d'opéra que vous aimez, je pense, autant que moi en tout cas, au moins, et plus précisément de Lohengrin de Richard Wagner, avec sa nouvelle production à l'Opéra de Paris, mise en scène par Kirill Serebrennikov. Alors, avant d'évoquer ce spectacle qui fait beaucoup parler de lui et qu'on est quand même sur Radio J, il faut rappeler quand même aux auditeurs que Richard Wagner était ouvertement antisémite, qu'il est l'auteur du Judaïsme dans la musique, dans lequel il critique ouvertement les compositeurs juifs allemands, pas assez assimilés selon lui, en ciblant notamment Meyerbeer. Et Mendelssohn. Et Mendelssohn, exactement. Autant pour moi, et c'est le chef d'orchestre Daniel Barenboim qui, le premier, a décidé de jouer Wagner en Israël en juillet 2001, en brisant ainsi le tabou, qui est donc brisé maintenant. Et pour faire le lien avec votre nouveau livre, je rappelle quand même que Maria Callas, dont vous racontez la vie par sa rivale, la plus acharnée, s'était empressée lorsqu'elle avait 25 ans, donc en 1949, de s'attaquer au répertoire wagnérien, qui était très à la mode à cette époque. Elle chante sa première Valkyrie en italien. Valkyrie en italien, ça vous dit? Et ensuite, en une semaine,
elle s'est pas démontée, elle apprend le rôle de Parsifal, évidemment en rendant toutes ses rivales folles de jalousie. Alors, Lohengrin, comme vous le savez, c'est le 3e opéra de Wagner, c'est aussi l'histoire la plus romantique. On va écouter le fameux prélude avec cette dynamique presque immobile, une musique mystérieuse et totalement envoûtante qui nous plonge dans une histoire fantastique. C'est ce que Charlie Chaplin a pris dans Le Dictateur pour jouer avec la planète. Alors, comme vient de nous le dire Eric Emmanuel Schmitt, Charlie Chaplin. Oui, dans Le Dictateur, où joue Hitler, s'est servi de ce morceau pour faire cette magnifique séquence où Hitler joue avec la planète comme un ballon. Alors, on a envie forcément de savoir que raconte cette mystérieuse histoire en réalité, Hélène Kuttner. Alors, Cyrielle, Lohengrin, c'est un héros messianique. Et oui, les références à l'Ancien Testament sont nombreuses. On est plein de paradoxes là-dedans. Et c'est un vaillant chevalier, très beau, d'une beauté céleste, très bon aussi, qui va venir délivrer une jeune princesse appelée Elsa, injustement accusée d'avoir tué son frère. Et pour se défendre de cette accusation infâme, elle évoque un rêve dans lequel ce mystérieux chevalier débarque dans une nacelle tirée par un cygne blanc. Et évidemment, le chevalier arrive vraiment. Oui, nous sommes dans un opéra écrit en 1848, mais l'histoire pourrait être aussi le scénario d'un film fantastique. D'ailleurs, la musique de Wagner, très symphonique, avec beaucoup de violon, beaucoup de cuivre, est très souvent utilisée au cinéma. On vient de le dire avec Eric Emmanuel. Et Lohengrin débarque donc, ce chevalier, en proposant de sauver la jeune fille, en participant au procès animé par le roi, contre ceux qui accusent Elsa. Alors, ils ont des prénoms horribles. Telramund et sa femme Ortrud. Voilà, j'ai pas l'accent allemand, mais presque. Ortrud, pardon. 2 affreux méchants qui veulent prendre le pouvoir. Et finalement, évidemment, Cyrielle, le beau chevalier, triomphe en démontrant l'innocence de la princesse et promet de l'épouser à une seule condition, qu'elle ne cherche jamais à savoir ni qui il est, ni d'où il vient. Naturellement, on se doute que la jeune fille titillée par le doute, par les questions perverses des 2 affreux Telramund et Ortrud, qui cherchent à se venger, va rompre cette promesse et que cette lune de miel, qu'on entend grâce au prélude, va mal se terminer. Et bien évidemment, la curiosité, toujours la curiosité. Mais alors, justement, en parlant de curiosité, d'où vient justement cet héros messianique qui veut sauver le monde ? Eh bien, c'est un envoyé de Dieu sur terre, chère Cyrielle, où il doit faire le bien et sauver les innocents injustement accusés. Mais ce messager doit rester mystérieux parce que, évidemment, sa bien-aimée ne comprend pas. Alors, Richard Wagner est très séduit par ce héros et comme souvent, il écrit les livrets de ses opéras, il se projette complètement dans ce héros parce qu'en fait, il s'identifie à ce mythe de l'artiste incompris, un peu baudelairien d'ailleurs, un génie, un guide supérieur qui ne peut être reconnu ni compris par les humains de la Terre qui sont nous, parce qu'on est bien trop médiocres et bas pour comprendre ce génie extraordinaire. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que la mise en scène, alors je suis incapable de dire le nom de famille du metteur en scène. C'est dommage, Cyrielle, je vous attendais. Ah, vous vouliez justement. Exactement. Me donner ça. Kirill Serebrennikov. C'est génial. Eh bien voilà, extraordinaire. D'un premier coup, elle est super, notre Cyrielle. Elle est super. Magnifique. Je vous en prie, continuez. Et donc, est-ce qu'il respecte cette féerie de conte médiéval ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que ce metteur en scène, donc on va dire Kirill, est réalisateur russe, réfugié quand même depuis peu à Berlin en raison de ses prises de position pro-démocratie et LGBT qui lui ont valu des problèmes judiciaires, plonge cette histoire dans un univers de guerre omniprésente. Il avait d'ailleurs eu la prémonition de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Il fait d'Elsa une jeune fille pure, traumatisée par la guerre et la perte de son frère au combat. Et on voit durant le prélude qu'on a entendu tout à l'heure, un très beau jeune homme, le torse nu, les omoplates marquées par les empreintes des ailes de cygne, marcher sac à dos et treillis militaire vers les zones de combat. Et cette jeune fille, en fait, elle est traumatisée, donc elle devient folle dans la version de Kirill Serebrennikov. Elle est internée dans une clinique psychiatrique et l'on voit donc remplacer le palais royal dans sa folie par cet univers d'hôpital. Elle voit son chevalier dans un rêve, mais la réalité la rattrape vite. Alors les 2 méchants, les 2 accusateurs deviennent aussi des infirmiers psychiatriques qui vont tenter de la manipuler pour ne pas qu'elle cède à ses délires, pour ne pas qu'elle pense être délivrée de ses démons, mais surtout
pour qu'il puisse se venger. Alors pour terminer avec une question quand même importante, est-ce que cette version qui est très éloignée du livret originel fonctionne, Hélène Kuttner? Alors je dirais oui et non. Oui, parce que c'est un metteur en scène assez génial, qui est un cinéaste. Il est réalisateur, il est plasticien. Il parvient à réaliser avec ses équipes des images d'une beauté sublime, avec une multiplication de points de vue sur la scène. Il y a pratiquement 4 à 5 plans différents, avec du cinéma, de la lumière, des vidéos, des chorégraphies. Et les différents plans nourrissent l'imaginaire des personnages. Non, je dirais aussi, car finalement, à vouloir trop en faire, eh bien la mise en scène nous fait perdre le fil de l'histoire, parce que on est perdu car trop éloigné de l'intrigue d'origine. Mais à force de perte, finalement, bon, on se rattache à la musique, parce que la richesse de la musique, la qualité des chanteurs, c'est un cast extraordinaire. La puissance des chœurs dirigés par le chef d'orchestre anglais Alexander Sodi, qui est magnifique, font de cette production un moment d'exception. Il faut y aller, se laisser porter par ces magnifiques interprètes. Il y a Piotr Beczela. Il y a Piotr, vous le connaissez Piotr? Oh, il est génial. Voilà, c'est notre ami polonais, Piotr Beczela. Il a 56 ans, il est sacré beau gosse et il chante extrêmement bien. C'est un ténor, voilà. Eh ben on va y aller rien que pour vous me ça, présentez quand vous voulez. Vous me présentez quand vous voulez. J'apprends le polonais demain. Donc voilà. Donc il faut y aller, et quitte à se renseigner sur l'histoire avant, c'est un spectacle en tout cas qui ne peut laisser indifférent. On va y aller. Lohengrin jusqu'au 27 octobre à l'Opéra Bastille. Merci beaucoup Hélène Kuttner, et un mot bien évidemment d'Éric Emmanuel Schmitt. Oui, mais il y a quand même une chose qui me gêne, c'est que maintenant tout le répertoire romantique est représenté dans des asiles psychiatriques. Le romantisme relève de la psychiatrie chez les metteurs en scène contemporains. Là, je voudrais vraiment qu'ils s'interrogent sur leur grille de lecture. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a une mode il y a une mode des hôpitaux psychiatriques. Oui. Il y a une mode des toilettes et des sanitaires sur la scène. Comme si le romantisme, il fallait... En fait, je pense, si je peux me permettre, c'est que en fait, ce héros messianique, je pense qu'il était un peu gêné par ce message, ce message de héros, ce guide militaire, parce que c'est quand même un guide militaire qui, dans le livret de Lohengrin, dit prenons les armes, sauvons la Germanie, prenons les armes. Tu vois, il y a quand même quelque chose de voilà. Donc, je pense qu'il a voulu, et il est tellement traumatisé par la guerre, parce que effectivement, il est réfugié à Berlin, qu'il est lui-même. Serebrennikov, son père est d'origine juive, sa mère est d'origine ukrainienne, donc il a ce mélange quand même de trauma, de peuple persécuté. Est-ce que ça manque de spiritualité, diriez-vous, tout cela ? Vous voyez, dans la mesure où on raplatit les choses, c'est-à-dire où on les psychiatrise, je suis pas contre la psychiatrie, elle est extrêmement utile, mais je suis contre le réductionnisme au psychiatrique. Et donc, c'est toute la dimension de la transcendance, c'est toute la dimension de l'imaginaire, c'est toute la dimension du rêve qui est supprimée. Et donc, aujourd'hui, les opéras romantiques laissent nos metteurs en scène totalement... ils sont aveugles. Mais Éric Emmanuel Schmitt, c'est pour ça que vous êtes là. Mais voilà. On va changer tout ça, hein ? Allez. Et Kekala, c'était là. Merci Hélène Kuttner. J'ajoute que l'on peut lire tous vos articles sur Artistique Réseau. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène, bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Alors comme chaque mardi, je vais vous parler de culture, musique, cinéma et littérature. Et je profite aujourd'hui de votre venue Éric Emmanuel Schmitt pour consacrer ma chronique à Maria Callas, évidemment. À l'occasion du centenaire de sa naissance, la plus grande cantatrice de tous les temps sera célébrée aux 4 coins du monde et même sur Radio J aujourd'hui. Et on va commencer en musique avec Maria Callas qui interprète un air connu de tous, L'amour est un oiseau rebelle, extrait de l'opéra Carmen de Georges Bizet. On écoute. L'amour est un oiseau rebelle a été composé en 1875 par Georges Bizet et écrite par Prosper Mérimée. C'est un des morceaux les plus célèbres de l'opéra comique Carmen, une chanson romantique et tragique composée sur le rythme d'une habanera. Alors une habanera, c'est une musique et une danse cubaine créée vers 1830. L'histoire de l'opéra Carmen est tout simplement une histoire d'amour tragique et passionné, remplie de fatalité entre deux protagonistes, Carmen et Don José. Je vais vous resituer les personnages. Carmen est une très jolie jeune femme andalouse
d'origine gitane. Elle travaille comme cigarière dans la manufacture des tabacs de Séville en Espagne. Et quant à Don José, il est séduisant lui aussi. Il travaille comme brigadier, chargé de surveiller cette fameuse manufacture. L'action se déroule au début du 19e siècle. Carmen a de nombreux prétendants, mais c'est Don José qu'elle choisit. En lui jetant une fleur, elle finit par le séduire et par l'ensorceler. Lui va finir par quitter l'armée et se retrouve très vite mêlé à des histoires de vol, de banditisme et de meurtre à cause de sa bien-aimée. Très vite dénoncé, il sera alors emprisonné et condamné à mort. Il sera rejeté par Carmen qui tombera très vite amoureuse d'un autre. Les amours de Carmen ne durent jamais plus de 6 mois, c'est pas moi qui le dis. On y voit là une femme qui consomme... C'est elle qui le dit. Et c'est un peu une Carlotta Berlumi. Oui, tout à fait. Très en avance sur son temps finalement. On y voit là une femme qui consomme très vite ses amours, elle les prend, elle les séduit et les jette comme un simple produit de consommation. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu mettre en avant le chanteur belge Stromae. En 2013, on change un peu de registre, dans sa chanson Carmen, qui reprend ouvertement l'air de l'amour est un oiseau rebelle. Il y critique les utilisateurs des réseaux sociaux, il met en avant cette société du chacun pour soi et dans laquelle on est souvent amené à finir solo. Ce sont ces mots et on en écoute un extrait. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Une preuve que l'air et le texte de l'amour est un oiseau rebelle, tant de fois chanté par La Calas et par bien d'autres avant et après elle, trouve encore écho chez les artistes d'aujourd'hui. Et justement, en parlant des artistes d'aujourd'hui, Alban, La Calas a justement inspiré plus d'une fois des chanteurs de variété qui lui ont notamment consacré quelques hommages en chanson. Absolument, Cyrielle. En 2010, le chanteur Salvatore Adamo, je ne sais pas si je le prononce bien, très bien, sort une chanson en hommage à La Calas dans son 22e album. Le morceau s'intitule Pourquoi tu chantes. Il est en duo avec la soprano Anne-Catherine Gillet et on en écoute un extrait. Pourquoi tu chantes, tous mes navires sont à toi, disait d'une voix suppliante l'armateur à la diva. La chanson de Salvatore Adamo rend hommage à la relation entre Maria Callas et le milliardaire grec Aristote Onassis, qui était également lui-même l'époux de Jacqueline Kennedy. Salvatore Adamo... Après, oui, c'est vrai, après, tout à fait. Salvatore Adamo... Mais elle en a souffert, voilà, c'est ce qui s'est passé juste après, mais elle en a beaucoup souffert. C'était pour le petit gossip un peu people. Salvatore Adamo déclare qu'il a créé cette chanson en partant de la question suivante et en se mettant dans la peau d'Onassis. Pourquoi chantes-tu ? J'ai tout l'argent dont tu as besoin. La même année, la Callas inspire une autre artiste plus jeune cette fois-ci, puisque c'est la chanteuse Julie Zenati qui a une voix magnifique qui lui rend hommage en chanson avec le titre Appelez-moi Maria sur son album Plus de Diva. On écoute. Je fais pleurer les hommes et la terre à genoux, portée comme une idole puis traînée dans la boue. Dans ce titre, la chanteuse Julie Zenati se met dans la peau de la Callas avec un texte fort qui traduit le mal-être de la diva. Elle évoque le fait que malgré les salles pleines, les prétendants nombreux et les éloges à son égard n'en plus finir, elle voudrait simplement qu'on l'appelle Maria. Que l'on soit un chanteur à texte, une pop star des temps modernes ou encore une chanteuse à voix, nous avons là une preuve de plus que la Callas inspire et inspirera toujours les artistes de tous bords. Et je dois vous dire quelque chose ? Oui, dites-moi. Je dois vous relancer, Alban ? Eh bien, tout à fait, puisque elle était complètement ensorcelée par la voix de notre Julie Zenati. Oui, parce que vous savez, Cyrielle, la Callas ne va pas inspirer uniquement le monde de la musique, puisque côté littérature, force est de constater que la cantatrice a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est sûrement pas vous, Eric Emmanuel Schmitt, qui me contredira, puisque vous-même, vous êtes venu nous parler de l'ouvrage que vous lui avez consacré. Mais vous n'êtes pas le seul à vous y être penché, puisqu'il existe plus d'une Bah oui, tout à fait. Plus d'une centaine d'ouvrages consacrés à la cantatrice. Alors, permettez-moi, le temps d'un instant, de vous faire une infidélité littéraire, Eric Emmanuel Schmitt, puisque j'aimerais vous parler de l'ouvrage Maria Callas, Lettres et Mémoires par Tom Wolfe, toujours du mal avec les W, que vous connaissez certainement. Alors, bien sûr, ce sont les lettres de Callas. Tout à fait, j'allais y venir. Tom Wolfe est reconnu, pour le resituer un petit peu, aujourd'hui comme l'un des plus grands spécialistes de la Callas. Il a d'ailleurs réalisé le film Maria by Callas. Il est également commissaire de l'exposition qui porte le même nom, sans oublier qu'il est aussi à l'origine du fonds de dotation Maria Callas, dédié à la préservation des archives personnelles de l'artiste. Son ouvrage Maria Callas, Lettres et Mémoires est le fruit de 5 années de recherche dans le monde entier. Et je me permets de vous lire le résumé du livre fait par Albin Michel, qui débute d'ailleurs Qu'on embrasse. Tout à fait.
qui débute d'ailleurs par une citation de Maria Callas elle-même. Un jour, j'écrirai mon autobiographie, je voudrais l'écrire moi-même afin de mettre les choses au clair. Il y a eu tellement de mensonges dits sur moi. C'est vrai qu'elle a dit ça. Grâce à cet ouvrage exceptionnel qui réunit plus de 350 lettres inédites couvrant 3 décennies, de 1946 à 77, et ses mémoires inachevées, le vœu de Maria Callas devient enfin réalité. De son enfance modeste à New York, aux années de guerre à Athènes, de ses discrets débuts à l'opéra au sommet d'une carrière planétaire entachée par les scandales et les épreuves personnelles, de l'amour idéalisé pour son mari à sa passion enflammée pour Onassis, ce récit unique nous fait découvrir pour la première fois l'histoire vraie derrière la légende. Se dévoile tantôt Maria, la femme vulnérable, déchirée entre sa vie sur scène et sa vie privée, tantôt Callas, l'artiste victime de son exigence et en perpétuelle bataille avec sa voix, et qui, malgré la solitude parisienne des dernières années, continuera de travailler sans relâche jusqu'à son dernier souffle à l'âge de 53 ans. Il s'agit là d'un autoportrait bouleversant et fascinant de la plus grande voix du XXe siècle. Tom Wolfe mettra d'ailleurs en scène en 2022 la lecture de ces fameuses lettres au Théâtre du Châtelet à Paris, avec pour interprète dans le rôle titre la divine Monica Bellucci, une prestation qui a été largement saluée par la critique. Vous l'avez vu, Eric Emmanuel Mais non, Schmitt, malheureusement non. Mais j'aimerais beaucoup, surtout Monica Bellucci sur scène en Callas, c'est tout à fait crédible, je trouve. Non, mais je l'ai raté. Ah bah écoutez, il y a qu'à espérer que ça revienne. J'ai vu le film par contre qui est tout à fait intéressant. Eh bien écoutez, puisque vous parlez de film, la transition est toute trouvée, puisque la Callas a inspiré de nombreux cinéastes allemands et vous vouliez nous en parler. Tout à fait, Cyrielle. De nombreux films ont été réalisés sur la vie de Maria Callas, notamment Maria by Callas que j'ai mentionné précédemment, Callas Forever ou encore Médée. Mais aujourd'hui, je veux mettre en lumière un film consacré à l'artiste qui devrait voir le jour en 2024. Il n'est pas encore sorti, il s'agit du prochain film du réalisateur chilien Pablo Larraín qui s'intitulera tout simplement Maria. Le réalisateur a pour habitude de ressusciter à l'écran les grandes figures féminines sous forme de biopic. Il a d'ailleurs réussi avec brio à transformer l'actrice Natalie Portman en Jackie Kennedy ou encore Kristen Stewart en Lady Diana. Et cette fois-ci, dans le film Maria, la cantatrice sera interprétée par la sublime Angelina Jolie. Après Monica Bellucci, on s'offre de belles femmes pour incarner la Callas. Pourquoi pas pourquoi pas. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Et justement, l'actrice s'est d'ailleurs confiée récemment sur ce rôle dans les colonnes du magazine Variety. Je cite: « Je prends très au sérieux la responsabilité de transmettre à l'écran la vie et l'héritage de Maria Callas. Je donnerai tout ce que je peux pour relever ce défi. » Ça peut être un Oscar. Si c'est bien fait, à mon sens, ça peut être un Oscar. Ouais, c'est fort possible. C'est un personnage fort. On est sur une actrice forte. Ça risque d'être un film à grande audience puisqu'on n'est pas sur n'importe qui. Donc pourquoi pas, si c'est bien fait, ça peut le faire. Le film racontera l'histoire aussi belle que tragique de Maria Callas et se concentrera surtout sur les derniers jours de la cantatrice dans un Paris des années 70. Alors nous, on a hâte de voir ce film prometteur, mais en attendant, si vous manquez de patience, chers auditeurs, nous avons la chance de pouvoir nous plonger dans le récit de notre invité, Eric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup, Alban Bartoli. Puis je sais pas s'il a été tourné le film, mais il faut guetter Paris parce que si c'est Paris dans les années 70, il faut aller voir tout ça. Merci beaucoup, Alban Bartoli. On a voyagé dans les goûts culturels de notre Callas et de notre invité aujourd'hui. Je rappelle Eric Emmanuel Schmitt avec ce livre La Rivale aux éditions Albin Michel. Vous restez encore avec nous. On va écouter un petit peu de Julie Zenati. On va se faire ce bonheur. Et puis dans un instant, notre coup de cœur du jour, l'introspection et notre experte Nathalie Dauderieux pour le portrait de notre invité. À tout de suite sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle chez votre marchand de journaux. Message de François Vauglin, maire du 11e arrondissement de Paris. Que cette année 5784 nous offre le bonheur de voir la paix et la fraternité progresser partout dans le monde. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, bonheur et réussite. Que cette année soit douce comme le miel. Shana Tova. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Itanit Belaïch.
Bonjour à tous. Israël de nouveau épinglé par l'OCDE pour l'ampleur de ses inégalités sociales. Le dernier rapport de l'institution présentant ses recommandations aux pays membres dans le but d'encourager la croissance pointe l'État hébreu qui serait à la traîne en matière d'inégalité et d'intégration sociale. Le revenu moyen des ménages israéliens pauvres est de près de 30% sous le seuil de pauvreté contre une moyenne de 28,7% dans les pays de l'OCDE. Les chercheurs de l'organisation notent également la proportion importante de travailleurs pauvres dans le pays. Le djihad islamique simule des attaques contre Israël et les localités proches de Gaza sont en état d'alerte. Le groupe terroriste a tiré des salves de roquettes en direction de la mer ce matin. En raison des risques induits par ces exercices, le commandement du front intérieur de l'armée israélienne a placé les localités proches de la bande de Gaza en état d'alerte. Les tirs effectués depuis la bande de Gaza en direction de la mer n'ont pas traversé le territoire d'Israël, a toutefois précisé un communiqué de Tsahal. Un entraînement terroriste qui fait écho à la situation sécuritaire sur le front sud. C'est ce que nous explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Et absolument, alors que le contexte sécuritaire justement reste toujours très tendu. On est maintenant après 2 semaines d'émeutes sur la barrière de sécurité, alors que le Hamas a accepté il y a quelques jours de cesser ses opérations après une médiation menée par l'Égypte et par le Qatar. Israël de son côté avait rouvert jeudi le terminal d'Erez pour permettre le passage de journaliers palestiniens en Israël et pourrait d'ailleurs aussi envisager d'augmenter le nombre de permis de travail accordés aux Palestiniens de Gaza si le calme se maintient. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Après Israël, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra en Arabie Saoudite et au Maroc. À la fin du mois, le voyage aura lieu la 3e semaine d'octobre et fera partie des efforts de Washington pour faire avancer la normalisation entre Jérusalem et Riyad. La semaine dernière, le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, John Kirby, a déclaré que les pourparlers de normalisation avaient défini une structure de base pour aller de l'avant. Parmi les sujets abordés figurait notamment un accord de défense entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Haro sur les punaises de lit, le ministre des Transports Clément Beaune réunit demain à 11h les principaux opérateurs des transports pour évoquer la présence remarquée de ces nuisibles sur certaines de leurs lignes. Outre les opérateurs, les usagers seront également représentés par l'intermédiaire de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Cette réunion, convoquée dans l'urgence vendredi dernier, a pour but de rassurer et de protéger, souligne le ministre, qui n'exclut pas de renforcer les mesures et d'agir davantage au service des voyageurs. Le président Emmanuel Macron a dévoilé hier l'implantation de 239 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales et périurbaines. Le chef de l'État avait annoncé la création de ces nouvelles brigades en janvier 2022. Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était hier à ses côtés lors de l'annonce, plus il y a de policiers, plus il y a de gendarmes sur le terrain, moins il y a d'insécurité. On l'écoute. Alors en 30 ans, la République a supprimé 500 brigades de gendarmerie sur tout le territoire national. Nous en recréons 240 en effet. Ça ne compense pas encore, puisque effectivement il faut sans doute faire encore un effort de proximité, même si la France a changé depuis 50 ans, et donc la population s'est parfois concentrée dans des territoires qui demandent plus de sécurité, et notamment dans les zones dites de la police nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps on a pensé qu'il fallait adapter le service public là où était la population, et ce qu'a demandé le président de la République depuis le grand débat, c'est d'adapter les services publics pour faire venir la population, notamment dans les territoires ruraux. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ce matin au micro de France Info. Enfin, la remise des prix Nobel qui a commencé hier continue avec aujourd'hui le prix Nobel de physique. Il a été décerné en fin de matinée aux Français Pierre Agostini et Anne Huillier, mais aussi aux Hongrois Ferenc Krausz pour leurs études d'observation du mouvement des électrons. Anne Huillier avait déjà remporté le prestigieux prix Wolf en 2022, parfois annonciateur du prix Nobel. C'était donc il y a un an. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Éric Emmanuel Schmitt pour le livre La Rivale aux éditions Albin Michel sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv
le légendaire apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et oui, l'hôtel El Konim Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konim Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konim Tel Aviv, incontournable. Incontournable. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité. Et si vous venez de nous rejoindre, eh bien merci d'être avec nous avec Éric Emmanuel Schmitt pour ce livre La Rivale sur la grande rivale imaginée de Maria Callas aux éditions Albin Michel. Dans cette partie d'émission, c'est à vous maintenant que je vais vraiment m'adresser et pas à Maria Callas entre guillemets. Éric Emmanuel Schmitt avec cette petite partie qui s'appelle l'introspection. Et je vais démarrer par une citation d'Oscar Wilde, si vous voulez bien, qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années entières sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant sur la douce musique de Jérémy Ababou. Éric Emmanuel Schmitt, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je crois qu'en fait, je ferais beaucoup de déclarations d'amour que j'ai pas faites. Parce que je suis extrêmement pudique. Et j'ai toujours voulu plutôt prouver que j'aimais plutôt que de le dire. Alors je pense que de temps en temps, c'est important de le dire. Et de l'entendre. Et voilà. Moi, l'entendre, ça va. Mais je crois que je me multiplierais en déclarations d'amour. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? De rêver, de croire à ses rêves, de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire de ne pas essayer d'être un autre que lui-même. Donc de chercher au plus profond de lui quels sont ses éblouissements. Qu'est-ce qu'il a ébloui ? Et puis de se construire à partir de ses éblouissements. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Oh, c'est maintenant. C'est maintenant parce que ça a toujours été maintenant. Quelle fut, si jamais il y en a eu, la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez sans doute résolue ? Non, les erreurs que j'ai faites, je les ai pas résolues. Et le problème de la vie, c'est que forcément, même en voulant faire bien, on fait du mal. Et parfois, on est obligé de choisir entre deux personnes. On est obligé de choisir d'être là plutôt que d'être là-bas. Or, on a besoin de nous aussi bien là que là-bas. Et donc je vis avec beaucoup de blessures. Mais je pouvais pas faire mieux. J'étais forcé de faire mal. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être, par peur d'être jugé ? Alors, la peur d'être jugé, alors ça, franchement, c'est pas quelque chose que j'ai. Car si j'ai un désir, je travaille beaucoup pour être légitime par rapport à ce désir. Et je pense que quand je fais quelque chose, c'est que j'ai mûrement réfléchi et beaucoup travaillé pour pouvoir aborder quelque chose. Non, il faudrait pas me demander de danser, par exemple. Ça, non, ça, pas possible. Je regarde les autres danser. J'avais une mère qui dansait tellement bien que j'étais le petit garçon qui restait au bord de la piste et qui regardait sa mère danser. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Mais 1000 choses. Qu'est-ce qui me revient ? Oui. J'ai adopté un nouveau chien, oui, une petite chienne
Voilà. Le premier moment où on s'est vu, où je l'ai sortie de la cage où elle était pour la prendre dans mes bras. Et ça a été une adoption mutuelle, immédiate, un grand amour qui commençait. Voilà, maintenant c'est pour des années. Vous parlez d'amour. Si je vous en parle, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? De vivant. Pourtant, je dis des choses terribles dans mes livres sur l'amour. Par exemple, dans la pièce Bungalow 21 sur Marilyn Monroe et Simone Signoret, à un moment, Arthur Miller dit à Simone Signoret, mais c'est pas vrai, c'est moi qui l'invente, tu es bien française, tu crois que l'amour est une solution alors que souvent c'est l'amour le problème. Exactement, et j'en ai parlé dans cette émission parce que cela m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup aimé quand vous faites parler Marilyn Monroe qui dit il vaut mieux rêver de devenir une star que de l'être. Oui. Si vous pouviez changer une chose, Éric Emmanuel Schmitt, sur votre corps ou sur votre personnalité, vous changeriez quoi? Alors le corps, on laisse tomber parce que ça serait des grands travaux. Mais sur la personnalité, plus de patience. De la patience. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure? Moi, je serais pas comme le président actuel. Pour moi, une des choses qui me choque le plus dans notre monde, c'est l'inégalité. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont rien, et puis des gens qui travaillent beaucoup et qui ont beaucoup. Et je trouve pas normal. Tout travail mérite un salaire décent, et souvent en plus des travaux extrêmement essentiels pour la société, qui sont très 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 mal payés. Vous savez, moi ma grand-mère faisait des ménages. Donc pour gagner sa vie. Donc j'ai toujours au fond de ma tête le fait que elle revenait épuisée chez elle et elle gagnait rien. Moi je travaille beaucoup, mais je gagne très très bien ma vie, mais je continue à trouver pas ça juste. Pour terminer, Éric Emmanuel Schmitt, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Moi ce que j'aimerais, c'est que si on pense à moi, on sourit. Comme vous. Voilà. Merci Éric Emmanuel Schmitt. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on va écouter et on va découvrir notre coup de cœur artistique du jour. Bonjour, Vernis Rouge. Bonjour. J'aime beaucoup ce nom de scène. C'est la musique comme cosmétique. Exactement. C'est ça, hein, c'est un petit peu ça l'idée. On va écouter votre titre qui s'appelle Corps Sauvage. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'album donc éponyme, l'EP. On va découvrir tout de suite et puis on revient. Ça vous convient? Avec plaisir. C'est parti. Ils étaient là devant moi quand j'ai pris la décision que j'étais mieux toute seule. J'avais besoin d'un dernier choc, de quoi me réveiller pour que je revienne. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage, ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage, ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. Ce petit je ne sais quoi, comme si je n'étais plus moi, je deviens folle de toi. Je t'imagine devant moi danser le regard noir sans avoir dit ton dernier mot. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage, ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage, ma beauté jusqu'à ce doux décolleté. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, pourtant je sais que c'est péché. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, pourtant je sais que c'est péché. J'imagine nos corps sauvages danser jusqu'à se toucher à atterrissage.
sur l'antenne de Radio J. Bonjour Vernis Rouge, rebonjour. Bonjour Cyrielle. C'est un plaisir de vous découvrir aujourd'hui avec ce titre très envoûtant. Je pense que c'est volontaire, il est issu donc de votre deuxième EP Cœur Sauvage. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce titre-là? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre de vous dedans? J'ai voulu mettre un message un peu plus intense. J'ai sorti mon premier EP en janvier dernier. Et là, je voulais quelque chose de plus affirmé sur le plan sentimental et personnel. Et avec cette chanson, voire sensuelle. Voire sensuelle, un petit peu même, un peu plus que sensuelle, on l'entend bien. Vous allez nous interpréter en direct une autre chanson qui s'appelle Mon cœur est oriental. Vous avez des origines franco-libanaises, donc on s'imagine bien pourquoi. Cela a dû bien sûr vous inspirer. Comment la musique est arrivée à vous? J'ai commencé par le piano, je suis pianiste de formation, conservatoire, etc. Et j'ai eu un amour fou pour Yann Tiersen, les musiques d'Amélie Poulain, que j'avais adoré. Comme en fait beaucoup de pianistes. Et après est venu le moment de la discipline et le moment de l'éclate quand on commence à maîtriser l'instrument. Et donc ensuite vous avez commencé à composer, j'imagine, et à écrire aussi. Est-ce que c'est vous qui écrivez les paroles? Vous avez coécrit? Non, j'écris tout, j'écris et je compose tout. C'est important pour moi pour amener une cohérence. Quitte à emmener l'autre dans son univers, c'est important, je trouve, de mêler tous les messages possibles, que ce soit musicaux, que ce soit texte. Et donc la guitare. Et après, j'écrivais pas mal de poèmes. Et les poèmes, c'est plutôt sympa de les transformer en chansons et ça se fait bien. Je confirme. J'ai le même truc que vous. Vous allez chanter maintenant Mon cœur est oriental. J'ai très envie qu'on découvre. La guitare est très belle, elle est strassée. J'ai vu ça, j'ai aperçu ça. On y va, c'est quand vous voulez. On a très envie de vous découvrir davantage en direct sur Radio J. Allons-y. Voilà, ce titre, Mon cœur est oriental, issu de votre deuxième EP, Cœur Sauvage, que vous avez interprété au Café de la Danse il y a quelques jours, il me semble, je crois savoir. Alors, je viens de voir qu'une corde vient d'éclater. Oui. Eh bien, vous savez quoi? On peut le diffuser si vous préférez. Je pense que ça va être mieux. Ah bah oui, parce qu'avec une corde éclatée, ça va être compliqué. Allez, on écoute Mon cœur est oriental sur Radio J. On était tout petits quand on a pris la fuite. Et cette histoire, on nous l'a écrite. Contre mon gré, mon pays transformé. Oui, c'est sans pitié qu'il nous a délaissés. On était 5 et tous remplis d'amour. Mais tout s'est consumé, mais tout s'est émietté. À corps ouverts, nos cœurs sont en guerre, à la recherche de nos terres. Alors par-dessus les rafales, je cherche mon idéal. Même si j'ai mal, mon cœur est oriental. Par-dessus les rafales, je cherche mon idéal. Même si j'ai mal, mon cœur est oriental. À force de voir, force est de croire que la guerre répare. On a commencé et on termine ensemble, et tout le reste que la terre en tremble. Et vous êtes en train d'écouter Mon cœur est oriental par Vernis Rouge sur l'antenne de Radio J. Je tiens à dire que je vous ai découverte sur les réseaux sociaux où vous êtes très présente avec plusieurs cas, comme on dit, des milliers de cas, 27 000 abonnés, plus de 5 000 abonnés sur d'autres réseaux, 550 000 vues cumulées. Bref, vous êtes très suivis, notamment grâce à des covers et des match-ups sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez nous faire un petit bout de quelque chose, si ça vous vient? Ouais, je suis prête à relever le défi. Ah ben on y va, c'est parti.
parti. On va découvrir. On va pas savoir ce que c'est. On va la jouer comme ça. Alors. Oui, ma gâté. RS4 Grinardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le prato, shifter pro. Contresens. Ma chérie, tu as contresens. Putain, où tu étais quand je mettais des 7 € d'essence? Et ça fait Zumba café. Et je suis dans le 4 Inteo. Et ça fait Zumba café. Et je suis dans le 4 Inteo. Merci beaucoup Vernis Rouge, ça cartonne sur les réseaux sociaux, je tiens à dire, beaucoup de mash-up et beaucoup de covers. On va écouter un autre titre pendant que nous sommes en train de parler, un titre à vous qui s'appelle Yalla Viens. J'aime beaucoup cette idée de Yalla Viens et on va venir vous voir bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur Vernis Rouge Musique avec un C, que cela soit sur Instagram, YouTube et Facebook. Je rappelle que ces derniers temps on a pu vous apprécier au Café de la Danse, notamment le 28 septembre dernier. Avant cela à la Boule Noire au Nopi, mon meilleur endroit à Paris, avec l'Orphée qui a fermé depuis, j'en suis très triste, mais qui va revenir visiblement avec un nouveau concept, la Bellevilloise, plusieurs festivals. On vous souhaite bien évidemment un très joli avenir. Vous êtes un indépendant, on est sur de la pop française, mais avec des petites origines de chez nous comme on aime. Est-ce qu'il y a un petit coup de pouce à faire, une petite demande? On vous écoute puisqu'on est sur Radio J et on est à la radio. Qu'est-ce qu'on entend par un petit coup de pouce? Eh bien, est-ce que vous cherchez une salle? Est-ce que vous cherchez un musicien pour vous accompagner, tourneur? Je cherche un partenaire de type label. Partenaire de type label. C'est la première fois qu'on me dit ça et c'est très joli. On note, j'ai peut-être des idées, on va en reparler. Merci beaucoup Vernis Rouge d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, le portrait de notre invité et peut-être de notre Calas en même temps. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, vous connaissez bien la règle, Eric Emmanuel Schmitt, parce qu'on n'a quasiment rien touché, rien bougé dans cette émission qui fonctionne. Et on a d'habitude, bien sûr, l'habitude de débriefer tout ce qu'on s'est dit. Et on va un petit peu innover avec le sujet du jour. Et il est vu par notre experte Nathalie Dodrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Et oui, c'est un petit peu différent. Nous nous étions rencontrés il y a peu de temps pour votre portrait psychologique dans l'émission. Donc cette fois-ci, l'axe va être un petit peu différent. Et là, c'est une véritable plongée également dans votre univers poétique, chantant, dramatique et passionnant. Comme à chaque fois. Alors vous décrivez Maria Callas avec 3 mots. Dès le début de l'émission, vous parlez d'elle comme étant féminine, virile et insolente. Donc il y a déjà un parfum de paradoxe. Et c'est vrai que quand on découvre sa vie tout au long de cette émission, la façon dont vous en avez parlé, on peut dire que c'était une battante. Et que ça, c'est un point commun aussi dans ce goût du travail, ce goût de la transformation à partir du don et à partir du talent. Ça, c'est bien quelque chose que vous avez en commun. Et c'est ce qui fait toute la différence. Vous le disiez tout à l'heure, non seulement pour durer, bien sûr, mais aussi pour se transcender. Et dans un extrait radio qui a été diffusé tout à l'heure sur la chaîne, Maria Callas disait qu'il était important d'être fidèle à soi-même et même si elle s'en remettait au jugement du public par rapport à la valeur de son travail, elle était toujours en lien à ce qu'elle servait d'elle-même, quelle était la part d'elle-même qui était servie. Et ça, j'ai pu sentir que chez vous, c'était aussi très important d'être fidèle et loyal à ce qui émane de vos profondeurs, bien sûr, mais toujours avec cette pointe de légèreté, parce qu'il y a aussi des rires qui sont venus dans cette émission, et beaucoup de sourires. Donc vous dites que cette fiction part d'une rivale. Et la question c'est, est-il nécessaire d'avoir une rivale ou un rival pour se dépasser, se transformer? Moi je pense qu'il faut être en rivalité avec soi-même seulement. Et vraiment pas en rivalité avec d'autres. Et puis en rivalité avec soi-même par rapport à un objectif. Maria Callas, elle est en rivalité avec elle-même pour servir les compositeurs et les personnages qu'elle devait incarner. Moi, que je suis en rivalité avec moi-même pour essayer de servir au mieux
les histoires qui me traversent et les personnages aussi que je dois faire vivre. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être un créateur, j'ai l'impression d'être un scribe, un esclave, quelqu'un qui passe son temps à obéir à son imaginaire et à donner toutes mes forces, toute ma culture éventuellement acquise pour servir les histoires qui passent à travers moi. Moi, je me sens serviteur. Maria Callas, elle se sentait une vestale. Voilà, moi je peux pas. Oui, c'est un autre mot. Et pour décrire, voilà, finalement, quelle que soit la forme utilisée par l'être humain, il est peut-être important de répondre à une pulsion de passion qui peut peut-être parfois pas se vivre dans le réel. Vous le disiez, il y a comme une association de passion et destruction dont vous avez fait l'expérience, dont Maria Callas également a fait l'expérience. Et donc, elle mettait à distance ses relations passionnelles, pulsionnel avec les hommes, et c'est un petit peu voilà le fil, c'est la forme que ça prend, que ce soit l'écriture, le chant, la danse, la comédie, voilà, c'est quand on est capable de raconter le fond de soi à travers une œuvre. C'est-à-dire que quand on aime dans la vie, ça peut détruire aussi, tandis que quand on aime à travers un art, on construit, y compris quand on raconte une destruction. Donc il y a quand même quelque chose il y a une sauvegarde. Ah, c'est ça. Voilà. Vous êtes novateur et précurseur, alors, parce que justement, Maria Callas l'a été aussi, puisqu'il me semble que c'était la première chanteuse à l'ère des enregistrements. Donc, c'est ça qui l'a fait connaître aussi internationalement. Oui, c'était la grande époque. Et qui laisse une trace incroyable. Alors, vous êtes aussi passionné de ces femmes icônes et symboles peut-être d'une enfance un peu troublée, dirais-je, écorchée vive. Vous parlez de Marilyn Monroe avec son parcours de vie, sa mère un peu folle, son père absent. On peut aussi voir à quel point chez Maria Callas, il y avait une mère tout à fait en dyade avec sa propre sœur. Donc elle avait absolument aucun passage, aucun accès. Et ça, c'est aussi un grand point commun. Alors moi, je mettrais une nuance, c'est-à-dire que certains sont obligés de se construire contre leur enfance, certaines, et puis certains peuvent prolonger leur enfance. Moi, je fais plutôt partie des gens qui prolongent leur enfance. D'accord. Moi, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai été très aimé et j'ai reçu. Et je n'ai fait que continuer. Moi, je suis un fils. D'accord. Mais je suis passionné et dans la vie par les gens qui sont différents de moi. Je suis plutôt passionné par les personnalités plus fracassées. Parce que moi, je suis pas fracassé. Et évidemment, les femmes dont vous parlez sont fracassées. C'est ça, et brillantes et fracassées. Voilà, d'où votre curiosité pour ces survivantes en quête de bonheur. C'est ça que vous ameniez tout à l'heure. Alors, après avoir parlé de beaucoup de passion, moi, je vous dirais un grand merci de nous avoir fait partager ici votre mélodie intérieure, car vous êtes toujours fidèle à vos notes empreintes d'amour et de gourmandise de la vie. Alors merci beaucoup Erika Ménuel-Schmitt. Et merci beaucoup Nathalie Daudrieux. On vous retrouve bien évidemment tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes venu nous voir pour votre roman La Rivale aux éditions Albin Michel. Je rappelle également la sortie de Bungalow 21 en version papier sur scène au Théâtre de la Madeleine avec les Sœurs Seigné et Michael Cohen notamment. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin. Oh, jamais. Jamais mot de la fin. Jamais, bah non, parce qu'on va se retrouver bientôt l'année prochaine. Voilà, le plus vite possible. Dieu veut. Merci beaucoup. Merci à l'artiste Vernis Rouge d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec Stéphane Alix pour son livre La mort n'existe pas. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.